Bienvenue au podcast Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjuste. Cette semaine, on va discuter de la défaite des Alouettes de Montréal, subie aux mains de Cody Fajardo et des Elks d'Edmonton. Oui, ça fait mal cette défaite-là, une autre défaite qui est survenue à la fin du quatrième quart. On va faire le tour de certaines des actualités de la NFL et Marc-André, comme à l'habitude, va terminer l'épisode en beauté en se joignant à moi, étant donné qu'on a un épisode différent cette semaine. Marc-André est en vacances, donc je vais être seul afin de discuter des Alouettes et des actualités du côté de la NFL, mais quand même, on a enregistré avec Marc-André sa chronique Fantasy Football. On ne vous a pas oublié les mordus de Fantasy Football, surtout que la saison de la NFL, la saison régulière, s'en vient à grands pas. Alors, Guillaume, par la musique. Oui, alors, comme je le disais, les Alouettes ont perdu contre les Elks d'Edmonton et on a assisté à un changement à la position de carrière lors de cette rencontre. McLeod Bethel-Thompson a finalement été cloué au banc. Lors de la semaine précédente, lors de une ou deux séquences en attaque, on l'avait remplacé par Caleb Evans. On espérait que Evans allait donner une étincelle à l'attaque montréalaise. Ça ne s'était pas produit. Mais là, Bethel-Thompson, c'est difficile de le défendre. Moi, j'ai essayé d'être très patient avec lui. C'est un joueur qui est énormément travaillant. Il reste après toutes les séances d'entraînement afin de lancer des passes supplémentaires. Puis ça, il le fait depuis le premier entraînement du camp. Mais là, il faut se rendre à l'évidence. Je crois vraiment qu'il est rendu au bout du rouleau. Il est âgé de 37 ans et les erreurs qu'il commet sont des erreurs de débutant. Jason Maas en avait parlé lors de la semaine de préparation où il voulait voir une amélioration de la part de Bethel-Thompson. C'était au niveau de sa prise de décision. Parce que malgré le fait que lors de la semaine précédente, les Alouettes qui se sont fait lessiver à domicile contre les Rough Riders à Saskatchewan, malgré tout, il y avait, les receveurs s'étaient libérés. C'est ce que Jason Maas nous avait dit après avoir regardé les vidéos de la rencontre. Les receveurs étaient libérés à quelques reprises, mais Bethel-Thompson avait été incapable de les repérer. Puis là, c'est un peu ça qu'on a vu également lors de la défaite contre les Elks d'Edmonton. Des passes très imprécises à part de Bethel-Thompson. Au premier quart, Cole Speaker s'était libéré dans la zone début, la passe était trop longue. Et en deuxième demi, on le voit là à la fin de la première demi plutôt, ce que je devrais dire, cette interception retournée pour un toucher, Bethel-Thompson n'avait pas d'affaire à décocher cette passe. Surtout en plus, lors du jeu précédent, Tyler Snead était tout seul au milieu de la zone début. Et encore une fois, la passe du vétéran carrière a manqué de précision. Elle était trop longue. Jeu suivant, interception retournée dans la zone début. Mais c'est pas juste au niveau de sa mauvaise décision. Ça, c'est une chose. Mais il nous a prouvé qu'il n'était pas en mesure de gérer la rencontre lors de cette situation. On est à la fin de la demi. Les Alouettes ont une opportunité d'ajouter 3 points dans le pire des scénarios. On mise sur ce qui est possiblement un des meilleurs batteurs de précision de la Ligue canadienne en José Maltos Diaz. Alors, au pire de là, on se dit, les Alouettes vont ajouter 3 points à leur avance avant de retraiter au vestiaire. Et puis, c'est un carrière vétéran qui fait cadeau du ballon à Edmonton. Ça coûte 6 points, un touché. Ça ramène les Elks dans le match. Les Elks avaient absolument pas d'affaire d'être toujours dans le match à la mi-temps si Bethel-Thompson avait été plus précis. Alors, finalement, du côté de Jason Maas, il n'avait d'autre choix que d'effectuer un changement de la position de carrière à la mi-temps. Parce qu'à un certain moment donné, tu ne peux pas continuer d'envoyer Bethel-Thompson dans la mêlée si tu es Jason Maas. Parce que là, les joueurs vont te regarder et vont dire, écoute, là, nous, on fait notre possible, on joue bien, on devrait avoir l'avance, puis là, c'est le carrière qui nous tient en otage. Alors, Jason Maas n'avait d'autre choix que d'envoyer Caleb Evans dans la mêlée. Et Evans, j'ai vu vos commentaires lors des dernières semaines. Depuis que Bethel-Thompson est devenu le carrière partant, j'ai vu vos commentaires sur mes réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux du podcast. Vous êtes plusieurs à avoir demandé à ce qu'on remplace Bethel-Thompson par Caleb Evans. Caleb Evans a bien fait dans les circonstances. Il est en mesure de compléter une passe de toucher, une très belle passe de toucher à Cole Speaker. Il a donné une étincelle aux Alouettes.
Toutefois, là, on va voir qu'est-ce qui va arriver à la position de carrière. Bien sûr, il y a une décision qui va devoir se prendre là, parce qu'on s'en va à Vancouver la semaine prochaine. Qui sera le carrière partant des Alouettes? J'ai posé la question à Jason Maas immédiatement après la rencontre. Il a dit, écoute, il est encore tôt, mais oui, on va devoir réévaluer la position de carrière. Alors, la porte, elle est grande ouverte là, pour qu'il y ait un changement à la position de carrière partant des Alouettes. Evans a bien fait, mais c'était en relève. Là. On le sait, c'est différent lorsqu'un carrière s'amène en relève, en deuxième demi, comparativement lorsqu'il obtient un départ. Très souvent, on voit ça, là, des carrières réservistes qui font bien lorsqu'ils s'amènent en relève, un peu comme un lanceur au baseball. Il y en a qui font bien en relève, mais là, lorsqu'on demande d'être lanceur partant, c'est plus difficile. Alors, dans le cas de Caleb Evans, il a déjà gagné des matchs en tant qu'arrière partant des Alouettes. Mais là, on va voir. On va voir si c'est lui qui va avoir le départ à Vancouver contre les Lions de la Colombie-Britannique. Mais il a fait ce qu'il avait à faire lorsqu'il s'est amené dans le match en relève. Mais c'est la défense qui a flanché. Okay? Il y a tout le temps quelque chose qui cloche. Puis là, la défense des Alouettes, encore une fois, elle n'a pas été en mesure de fermer la porte à domicile. Souvenez-vous de la défaite des Alouettes contre les Lions de la Colombie-Britannique. La défense avait permis à Nathan Rourke de traverser le terrain. Ensuite de ça, Sean White s'est amené sur le terrain et il a réussi le botté victorieux. C'est un peu ça là, qui s'est produit. Sauf que là, cette fois-ci, c'est Cody Fajardo qui a traversé le terrain. Cody Fajardo a complété notamment 2 passes de toucher à un autre ancien des Alouettes, Keon Julian Grant, dont notamment la passe de toucher pour la victoire. Et c'est malheureux parce que du côté de l'unité défensive des Alouettes, on a réussi 5 sacs aux dépens de Fajardo. On lui a fait la vie dure. On a gagné la guerre des tranchées. Mais malheureusement, lors de cette séquence, à la fin du 4e quart, ben c'est ça. On n'a pas été capable de le rabattre au sol. Si on avait réussi un sac, ça aurait mis fin à la séquence. On va donner crédit à Cody Fajardo, on n'a pas le choix. Lors de la semaine, Jason Maas, qui connaît très bien Fajardo, bien sûr, il a dirigé à Montréal, mais il l'a dirigé également en Saskatchewan lorsqu'il était le coordinateur offensif. Une chose que Jason Maas avait dit. Généralement, Cody Fajardo joue bien lorsqu'il a quelque chose à prouver. Et on le connaît, on le sait à Montréal. Personne ne croyait en lui lors du match de la Coupe Grey. Et il nous a offert une bonne performance au 4e quart. Il a mis sur pied une séquence qui s'était terminée avec le toucher de la victoire de Tyson Philpott. Ben là, c'est un peu une reprise de ça qu'on a vu là, vendredi soir au Saperville Molson. Lorsque son équipe avait besoin de lui, Cody Fajardo a livré la marchandise. Mais cette fois-ci, ben, ça a été une passe de toucher à Keon Julian Grant. Fajardo, c'est simple. Il était radieux après la rencontre. Là, lorsqu'il nous a parlé, lorsqu'il a adressé les journalistes, il avait un grand sourire. Il avait dit durant la semaine là, que c'était pas un match comme les autres, que oui, qu'il voulait être en mesure de vaincre son ancienne équipe, parce qu'il n'avait pas aimé la façon dont son association avec les Alouettes s'était terminée, le fait d'avoir été échangé. Lui, il croyait qu'il était toujours de calibre à être carrière partant, mais toutefois, il a aussi été très reconnaissant, Cody Fajardo. Puis c'est ça, Cody Fajardo. C'est un bon gars. C'est quelqu'un qui a de la classe. Il a dit, écoutez, l'organisation des Alouettes et la ville de Montréal a fait beaucoup plus pour moi que moi j'ai fait pour eux. Il a tenu à remercier les partisans. Ça a été un peu le même discours après la rencontre de sa part, mais toutefois, il était très heureux d'avoir été en mesure de quitter le Saperville Molson avec la victoire. Puis savez-vous quoi? Tant mieux pour Cody Fajardo. Puis c'est comme je l'ai dit, c'est tellement une bonne personne. Il était grandement apprécié de ses coéquipiers lorsqu'il jouait pour les Alouettes. Alors, tant mieux pour lui. Là. Il a eu le déçu contre son ancienne équipe. Il le mérite. Il a bien joué, malgré le fait qu'il s'est fait tabasser pendant toute la rencontre. On sait Cody Fajardo, c'est un battant. Il est revenu à la charge à la fin du 4e quart. Alors, tant mieux pour Fajardo. Il mérite amplement cette victoire. Tant mieux pour Keon Julian Grant. Et pour Fajardo, il s'agit de sa première victoire à titre de carrière partant des Elks. C'était seulement son 3e départ avec Edmonton. Alors, les Alouettes, encore une fois, il y a eu d'autres blessés, ça n'arrête pas. Là. Toutes les semaines, il y a un joueur qui tombe au combat. Cette fois-ci, c'est le demi à l'attaque partant, là, le Québécois Shantam Arlington. Je l'ai vu sur les lignes de côté avec un sac de glace sur son épaule gauche. Il n'a pas été en mesure de terminer la rencontre. Soit il est resté sur les lignes de côté. Il a regardé tout le reste de la rencontre. Alors encore une fois, on va devoir surveiller son état de santé au cours de la semaine. Le premier entraînement des Alouettes va avoir lieu mardi en vue de leur rencontre de samedi à Vancouver contre les Lions de la Colombie-Britannique.
Toutefois, il faut souligner le travail de Travis Tice. Tice qui a inscrit son premier touché en carrière dans la Ligue canadienne. Ça s'est passé sur les unités spéciales. Un retour de Botté sur une distance de 80 verges pour son premier touché dans la Ligue canadienne. Ensuite de ça, il était tout seul dans le champ arrière une fois que Tom Arlington est tombé au combat. Tice est allé de bonne course, mais toutefois, il a échappé le ballon encore une fois, une autre fois. Mais, comme c'est le cas depuis le début de la saison, c'est la 4e fois qu'il échappe le ballon. Ça a été recouvré par un de ses coéquipiers. Alors, on va voir. Il faut garder ça en tête, là, surtout si Tom Arlington n'est pas en mesure d'affronter les Lions de la Colombie-Britannique. Tice nous a démontré qu'il n'avait pas les mains sûres, qu'il échappe le ballon. Il a perdu aucun de ses échappés. Mais là, s'il est le partant à Vancouver, là, ça ne peut pas se produire. Là. Il ne peut pas échapper le ballon, on s'entend là-dessus. La protection du ballon est primordiale. Il y a eu un autre échappé également du côté des Alouettes. Cette fois-ci, ça a été coûteux, parce que ça n'a pas été recouvré par les Alouettes. Ça a été Tyler Sneed, à la suite d'un botté de précision raté d'Edmonton. Il a sorti le ballon de la zone des buts, il s'est fait cogner, il y a eu tout un contact, mais il a échappé le ballon, puis on a vu à la reprise la façon dont il tenait le ballon, loin de son corps. C'est pas la technique qui est enseignée par les entraîneurs des Alouettes. J'assiste régulièrement aux séances d'entraînement des Alouettes. On met l'emphase sur cet aspect. Alors, Sneed qui connaît une bonne saison, mais là, malheureusement, il n'a pas bien protégé le ballon sur ce jeu. Et c'est un problème du côté des Alouettes au niveau des retourneurs de Botté. Depuis la blessure à James Letcher, on avait mis sous contrat Lincoln Victor après un match. On l'a libéré après la rencontre à Calgary. Continuellement, il échappait des bottées de dégagement. On voyait que c'était laborieux dans son cas. Alors, il n'a joué qu'un match dans l'uniforme des Alouettes. Même les autres retourneurs, durant des séances d'entraînement, c'est pas évident. Les Alouettes ont mis sous contrat Brendan Dandridge, un ancien du Rouge et Noir d'Ottawa. C'est un demi-défensif. Il peut effectuer des retours de Botté, mais lui aussi, lors de la dernière semaine, à l'entraînement, c'était pas facile, là, il en échappait. Alors ça, il faut régler ce problème-là du côté des Alouettes, parce que si c'était pas de l'échappée de Sneed, les unités spéciales des Alouettes ont connu tout un match. J'ai parlé du retour de Botté pour un toucher de Tice. Ben, il n'y a pas juste ça. Encore une fois, Maltos Diaz a réussi un autre Botté de précision sur plus de 50 verges. Joseph Zima a été incroyable parce que les Elks ont mis sur un excellent retourneur de Botté en Jovan Leake. Continuellement, il a été capable de frustrer Leake avec l'emplacement, la qualité de ses bottées de dégagement. Le travail des unités spéciales a été super, mis à part l'échappée de Tyler Sneed. Alors tout ça, ce sont des choses qui sont venues rattraper les Alouettes, toutes ces petites erreurs. C'est vraiment malheureux, parce que Montréal était la même. Montréal est une meilleure équipe qu'Edmonton. Je pense que c'est évident. Les Alouettes auraient dû mener par au moins 14 points à la mi-temps, n'eût été des passes imprécises de la part de McLeod, Bettal, Thompson. Puis en plus de ça, on a raté une opportunité, étant donné que les Tiger Cats de Hamilton avaient perdu la veille contre les Lions de la Colombie-Britannique. On aurait pu avoir le même nombre de victoires que Hamilton. Mais là, c'est pas le cas. C'est une opportunité ratée pour les Alouettes de Montréal. Alors, comme je l'ai dit, la prochaine rencontre des Alouettes, elle va avoir lieu samedi, le 16 août, à 19h, heure de l'Est. Les Alouettes qui seront à Vancouver contre les Lions. Et on le sait, hein, contre les Lions, c'est pas facile au BC Place. Les Alouettes n'ont qu'une victoire en 25 ans au BC Place. Ils avaient gagné au début, je crois que c'était lors de la saison 2010-2011 à Vancouver. Toutefois, il y avait des rénovations au BC Place, donc le match avait lieu au Empire Field. Et ils avaient gagné lors de leur dernière victoire à Vancouver. Tom Higgins était l'entraîneur-chef. Puis on l'avait congédié le lendemain, malgré le fait que les Alouettes avaient gagné contre les Lions au BC Place. Alors, on sait historiquement, c'est très difficile pour les équipes de l'Est lorsqu'ils vont jouer à Vancouver. Mais le match va avoir lieu à 19h, toutefois, samedi. Heure de l'Est. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, parce que traditionnellement, les Alouettes avaient des ennuis lorsque les matchs avaient lieu à 22h, 22h30, quoique lors des dernières années, les rencontres ont été présentées en après-midi à Vancouver, puis malgré tout, les Alouettes n'ont pas été en mesure de l'emporter. On va voir. Mais avant même de penser à cette rencontre-là, on va devoir voir si des joueurs blessés seront de retour à l'entraînement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier entraînement des Alouettes va avoir lieu mardi. Est-ce qu'on va citer au retour à l'entraînement de Awesome Mac, de Tyson Philpott, de Marc-Antoine Dequoy, Tom Arlington? Est-ce qu'il sera en mesure de s'entraîner? J'ai aperçu brièvement Awesome Mac sur les lignes de côté durant la rencontre.
C'était positif parce que comparativement à la semaine précédente, Austin Mack n'était pas en béquille et ne semblait pas porter une botte au niveau de sa cheville. Là, je l'ai vu brièvement, au moins il n'était pas en béquille, il marchait, il semblait pas boiter, donc je ne crois pas qu'il portait une botte. Ça, c'est vraiment une amélioration dans son cas parce que la semaine précédente, il était en béquille avec la botte protective sur sa cheville également. Tyson Philpott, il aimerait revenir au jeu à Vancouver, c'est pas encore certain, alors on va devoir surveiller ça. La même chose pour Marc-Antoine Dequoy, comme je vous ai dit. Justin Lawrence, le centre partant, était sur les lignes de côté, mais Cyril Hogan-Saint-Don a fait du bon boulot à la position de centre en remplacement de Lawrence. Ça, c'est un joueur réserviste de luxe qu'on a au sein de la ligne à l'attaque des Alouettes, parce que Hogan-Saint-Don, c'est un ancien du Rouge et Or de l'Université Laval. Il a disputé les 3 premières saisons de sa carrière à Ottawa avec le Rouge et Noir. Donc, il a obtenu des départs. C'est un joueur qui a de l'expérience et ça paru. Je crois qu'il a très bien tiré son épingle de jeu. Son épingle dans le jeu, oui, lors de la rencontre de samedi, de vendredi soir. Oui, écoutez, ma nuit a été courte, hein? On est samedi matin afin de lever le voile un peu là, sur la production de cet épisode du podcast. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, vous le voyez, là, vous le constatez, Marc-André est en vacances. Je me suis levé tôt au lendemain de la défaite des Alouettes afin d'enregistrer l'épisode du podcast, parce que Guillaume aussi va être en vacances en début de semaine. Alors, on enregistre le podcast tôt, samedi matin. Alors, c'est ça qui sera surveillé pour la prochaine rencontre. Est-ce que les Alouettes vont avoir du renfort? Là? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont blessés, qui sont sur la liste des blessés d'un match depuis quelques semaines? Est-ce qu'ils seront en mesure d'effectuer un retour au jeu? On va en avoir besoin. Parce que les Lions de la Colombie-Britannique, en particulier là, au niveau de la tertiaire, les Lions de la Colombie-Britannique, on a vu ce dont ils étaient capables lorsqu'ils sont venus à Montréal, qu'ils ont défait les Alouettes. Nathan Rourke avait connu tout un match. La rencontre des Lions contre les Tiger Cats la semaine dernière a été un match serré. Mais encore une fois, ce sont les Lions qui se sont fait mal. En attaque, là, ils auraient pu facilement vaincre les Tiger Cats de Hamilton, mais du côté de leur unité défensive, ils ont été victimes de pénalités au cours de la rencontre, des passes échappées de Keon Hatcher. Puis malgré tout, ils ont été capables de l'emporter à la fin du 4e quart. Mais n'eût été là, de toutes les erreurs non provoquées du côté de l'attaque, il n'aurait fait qu'une bouchée des Tiger Cats. Alors, pour les Alouettes, on va avoir besoin de renfort, j'ai l'impression, là, si on souhaite vaincre les Lions de la Colombie-Britannique. Bon, maintenant, on va se tourner du côté de la NFL. Comme je viens de vous le dire, on enregistre le podcast tôt samedi matin. Il y a des matchs préparatoires qui vont avoir lieu du côté de la NFL samedi et dimanche. Naturellement, je ne vais pas pouvoir vous en parler. Un peu plus tard, je vais vous parler toutefois des autres matchs préparatoires qui ont eu lieu jeudi et vendredi soir. Mais tout d'abord, avec du côté des actualités de la NFL, il y a eu une très mauvaise nouvelle là, du côté des Chargers de Los Angeles. Les Chargers ont perdu leur bloqueur à gauche pour toute la saison, Rashawn Slater. Il a subi une blessure à un genou. Il s'est déchiré un tendon rotulien. Puis ça, c'est vraiment une grave blessure. Là. Donc, sa saison est terminée. Bonne nouvelle pour lui, c'est que il y a 2 semaines, il a signé une prolongation de contrat avec les Chargers d'une valeur de 114 millions de dollars pour 4 ans. Alors, heureusement, il a signé ça, puis il s'est blessé quelques jours plus tard. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour les Chargers. Parce que les Chargers, ils misaient sur un des meilleurs duos de bloqueurs de la NFL, avec Slater à la position de bloqueur à gauche et Joe Halt, joueur de 2e année, à la position de bloqueur à droite. On va voir là, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la ligne à l'attaque des Chargers, parce que Joe Halt jouait à la position de bloqueur à gauche à l'Université de Notre-Dame. Alors, est-ce qu'on va l'envoyer à la position de bloqueur à gauche? Puis là, ça veut dire qu'on va avoir un nouveau bloqueur à droite, donc ça va faire 2 joueurs à des nouvelles positions, entre guillemets. Bref, on va voir qu'est-ce qui va arriver du côté des Chargers, mais c'est un dur coup, puis on n'aime pas voir les joueurs se blesser lors du camp d'entraînement et voir leur saison être terminée, mais c'est malheureusement qu'est-ce qui est arrivé à Rashawn Slater, puis même on va voir s'il sera le même joueur. Parce que pour les joueurs de ligne à l'attaque, les blessures au tendon rotulien, des fois, ils ne sont pas en mesure de revenir. Ou lorsqu'ils reviennent, ils ne sont pas nécessairement le même joueur. Parce que, bon, on parle de gros bonhommes, là, de plus de 300 livres. Là, du côté des Chiefs de Kansas City, leur choix de première ronde, Josh Simmons, le bloqueur à gauche, c'est cette blessure-là qu'il avait subie au début de la saison des Buckeyes de l'Université Ohio State l'automne dernier.
Là, il est en mesure de participer au camp d'entraînement depuis le tout début du camp. On dit que ça va très bien pour lui. Donc, il s'est remis de cette blessure-là. On espère que ça va être la même chose pour Rashawn Slater. Maintenant, lors d'un des premiers matchs préparatoires de la semaine, les Colts d'Indianapolis affrontaient les Ravens de Baltimore. Et Anthony Richardson s'est blessé lors du 4e jeu de la rencontre, au tout début du match. Encore une fois, écoutez, il s'est fait frapper solidement. Là, on ne peut pas dire qu'il est fragile parce qu'il s'est fait cogné sur le jeu. Il s'est disloqué le petit doigt de la main droite, la main avec laquelle il lance le ballon. On dit qu'il pourrait effectuer un retour au jeu au cours du week-end, au cours des prochains jours, à l'entraînement. Mais quand même, une blessure au petit doigt de la main droite lorsque tu es en carrière droitier, là, c'est loin d'être idéal. Mais pour son développement, il avait besoin d'obtenir du temps de jeu. Puis c'est ça le problème. C'est un joueur qui a tellement besoin de jouer pour se développer, étant donné qu'il a eu seulement une douzaine de départs dans les rangs universitaires. Puis là, il se blesse. Ça fait en sorte qu'il a préparé seulement 4-5 jeux contre les Ravens. Il a besoin de jouer. Alors ça, c'est vraiment malheureux pour lui, mais au moins, la blessure n'est pas grave. Ce n'est pas une blessure qui met une fin à sa saison. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il y a eu un manque au niveau de la protection des Colts. Tout d'abord, en commençant par Richardson, qui n'a pas été en mesure de reconnaître le blitz qui s'amenait. La protection commence toujours avec le carrière. Là. Et là, il y a un manque de son côté, mais également, il y avait un jeune porteur de ballon qui était là dans le champ arrière, puis là, qui a croisé le joueur des Ravens, puis là, lui, il est allé dans le flat, il a juste continué à courir son tracé de passe. Tu dois être alerte à la position de porteur de ballon. Quand tu vois qu'il y a un joueur qui s'amène comme ça, tu connais la protection, ton carrière va se faire cogner, ça va arriver vite. Au moins, donne un coup d'épaule au joueur qui s'amène, là, qui amène la pression pour le dérouter. Puis là, lui, il a passé à côté de lui. Il l'a laissé aller directement à Richardson, qui s'est fait cogner solidement. Alors, c'est ça, hein, les jeunes porteurs de ballon en protection, ils sont pas alertes. Et des fois, on leur demande même pas, là, dépendamment du système qu'ils ont dans les rangs universitaires, on leur demande même pas de bloquer. Je prends par exemple Caleb Johnson, choix de 2e ronde des Steelers de Pittsburgh. C'est un produit de l'Université d'Iowa. Iowa courait presque jamais avec le ballon. Ils n'avaient pas de quart arrière. Alors, lui, en protection, je me demande comment ça se déroule pour lui au camp des Steelers. Alors, c'est ça, les jeunes porteurs de ballon, des fois, même s'ils sont talentueux quand ils courent avec le ballon, on se demande pourquoi ils n'obtiennent pas plus de temps de jeu. C'est qu'ils ne sont pas bons en protection. Ils ne sont pas en mesure de reconnaître la pression. Ils ne sont pas assez alertes. Alors, il y en a qui sont... On ne peut pas les mettre sur le terrain tout simplement parce qu'ils sont un danger pour leur carrière. C'est un peu ça qu'on a vu du côté d'Indianapolis. Mais encore une fois, heureusement, Richardson n'a pas subi une grave blessure. Il y a les Bengals de Cincinnati, eux, qui affrontaient les Eagles de Philadelphie. Les Bengals ont complètement changé leur philosophie. Hein, parce que vous le savez, depuis que Zach Taylor est l'entraîneur-chef des Bengals, on a tout le temps des lents débuts de saison. On perd nos 2-3 premiers matchs, année après année. Alors, Taylor a changé de sa philosophie. Il a dit, cette année, mes partants vont jouer lors des matchs préparatoires afin de s'assurer qu'ils vont être prêts au début de la saison régulière. C'est ce qu'on a vu. Alors, Joe Burrow était là, Jamar Chase était là. Il a inscrit un long touché sur une passe de Burrow. Bref, l'attaque des Bengals avait l'air de l'attaque des Bengals. Et la défense des Bengals avait l'air de la défense des Bengals. Elle s'est complètement fait tailler en pièces par le carrière réserviste des Eagles de Philadelphie, Tyler McKee. McKee, j'ai ses statistiques ici, il a été 20 en 25 pour 252 verges, 2 passes de toucher, aucune interception. Il s'est amusé aux dépens de la défense des Bengals. Ouais, les Bengals, on en a parlé tout au long de l'hiver au podcast. On s'est dit qu'ils vont marquer une trentaine de points, mais ils vont également accorder une trentaine de points à tous les matchs. Premier match préparatoire, ça avait l'air de ça. Là. Bon, mais au moins les partants étaient là. Ça a bien été du côté de l'attaque. Et on va parler de la performance de la semaine, mais étant donné qu'on enregistre le podcast samedi matin, je vais me garder un peu de gêne quand même. Il y a plusieurs autres matchs préparatoires qui vont avoir lieu. Mais Shedeur Sanders, carrière recrue des Browns de Cleveland. Hein? On affrontait les Panthers à Caroline. Oui, c'était les réservistes des Panthers, mais savez-vous quoi? Shedeur, les joueurs qu'il avait autour de lui, c'était également des réservistes. Alors, il a fait le mieux qu'il pouvait dans les circonstances. 14 en 23, 138 verges par la passe, 2 passes de toucher, aucune interception
pour Shedeur Sanders. Oui, comme je viens de le dire, c'était contre les réservistes, mais j'ai aimé qu'est-ce que j'ai vu de la part de Shedeur Sanders. Je me suis levé tôt ce matin afin de regarder sa performance, étant donné que j'étais au Stade Purcell Moulton lorsqu'il jouait et que je couvrais le match des Alouettes. Mais ouais, Shedeur Sanders, il a vraiment bien paru. Moi, il m'a impressionné par son calme, sa présence dans la pochette. Je l'ai vu naviguer la pochette, malgré le fait là, que c'est pas un carrière extrêmement mobile. Mais il a démontré qu'il avait des pieds assez rapides, qu'il était alerte dans la pochette afin d'éviter la pression. On l'a vu acheter du temps et décocher une passe en mouvement avec un super doigté sur cette passe-là. J'ai vraiment aimé ça. Shedeur était en contrôle. Il était en contrôle sur le terrain. Là. Ça, c'est vraiment encourageant. Parce que, bon, une des raisons pourquoi il a obtenu le départ, c'est qu'on a des blessés à la position de carrière du côté des Browns. Il y a juste aux Browns que ça peut arriver. On a 4 carrières au sein de la formation, mais là, on en a 2 de blessés. Dylan Gabriel, autre carrière recrue, l'ancienne carrière des Ducks de l'Université d'Oregon, ennuyé par une blessure aux ischio-jambiers, donc il n'était pas disponible. Kenny Pickett aussi soigne quelques bobos. Alors, ça a ouvert la porte à Shedeur qui a maximisé son opportunité. Puis c'est ça que les joueurs recrues doivent faire dans des matchs préparatoires, peu importe les circonstances, parce que, comme je l'ai dit, Shedeur est entouré de joueurs réservistes, mais pas juste ça. Il n'a pas obtenu beaucoup de répétitions depuis le début du camp d'entraînement. OK, on a donné beaucoup de répétitions à Dylan Gabriel notamment, mais pas à Shedeur Sanders. Au début du camp, lui, il jouait le rôle de spectateur principalement là, lors des entraînements, il était sur les lignes de côté, pas beaucoup de répétitions, puis malgré tout, il a livré la marchandise lors de son premier match préparatoire dans la NFL. Là, il ne faut pas s'emporter, mais quand même, ça a vraiment été une performance encourageante de la part de Shedeur Sanders. Bref, il nous a démontré le carrière qu'il était avec l'Université du Colorado. J'ai parlé de sa présence dans la pochette, du doigté qu'il a démontré. Il était en mesure qu'il a suffisamment de force dans son bras, que son bras est assez puissant pour envoyer des passes dans des petites fenêtres. Alors ouais, c'était une performance impressionnante de Shedeur. Il a vraiment maximisé son opportunité. Alors j'ai hâte de voir la suite des choses pour lui là, à Cleveland lors des prochaines rencontres préparatoires. Alors lui, il est en santé, les autres quarts ne le sont pas. Hey, des fois, là, ça aussi, là, c'est quelque chose d'important au football. Est-ce que tu es disponible pour ton équipe ou si tu ne l'es pas, Shedeur l'est, puis il a livré la marchandise, alors tant mieux pour lui, surtout après tout ce qu'il a vécu. Il doit bien sûr porter une bonne partie du blâme là, avec tout ce qui est arrivé lors du repêchage, lors des mois qui ont mené au repêchage, mais ça c'est dans le passé. Comme on dit, le passé n'existe pas, tu dois apprendre de tes erreurs et après ça aller de l'avant. Il semble que Shedeur, c'est le cas. Là, on l'a vu, il est très humble depuis qu'il a été repêché par les Browns de Cleveland, puis là il a livré la marchandise. J'espère que ça va se poursuivre, parce que moi je suis un fan de Shedeur Sanders, je l'ai critiqué pour la façon dont lui et son père ont géré le processus qui a mené au repêchage. Mais Shedeur Sanders ne méritait pas là, de repêcher si tard que ça. Là, okay? C'était un des meilleures carrières au football universitaire américain. Puis là, c'est ce qu'il nous a démontré lors de son premier match préparatoire. Alors, j'espère que Shedeur va continuer de jouer de cette façon-là lors du reste des matchs préparatoires. Alors, maintenant, on va se tourner du côté du fantasy football. Comme je vous l'ai dit, Marc-André, avant d'aller de quitter, d'aller en vacances, eh bien, il s'est joint à moi afin d'enregistrer sa chronique hebdomadaire de fantasy football. Et puis, Marc-André vous a donné des bons conseils là, lors des dernières semaines. Il nous avait parlé du receveur des Seahawks de Seattle, Trey Horton, j'ai son nom ici, oui, c'est bien ça. Puis il a bien fait lors des matchs, du premier match préparatoire des Seahawks de Seattle. Alors, écoutez, on va écouter et regarder notre chronique Fantasy Football pour cette semaine. Alors, écoutons ce que Marc-André a préparé pour nous. On va maintenant jaser de Fantasy Football. Marc-André, tu vas nous dévoiler les joueurs que tu aimes en ce moment. Là. Les joueurs que tu anticipes seront en mesure de connaître une bonne saison en termes de Fantasy Football. On va commencer avec Jordan Love des Packers de Green Bay, qui, moi, personnellement, me déçoit là, depuis qu'on lui a donné une prolongation de contrat il y a près de 2 ans. Je vais essayer de te faire changer d'idée au niveau fantasy, Didier. Mon cœur commence à se réchauffer dans le cas de Jordan Love. Là. En plus, les joueurs que j'aime, Jordan Love, c'est quasiment un concept. Je n'avais pas pensé. Il est le quart numéro 17 en ce moment au niveau fantasy. Jordan Love, je pense que c'est un peu irrespectueux envers lui. Je sais qu'il n'a vraiment pas été bon l'année dernière. Quart numéro 27 en termes de points par match.
Jordan Love, mais il ne faut pas oublier qu'il a été le quart numéro 5 au total en 2023. Et je commence à penser, Didier, que les blessures en 2024 ont vraiment ruiné sa saison et sa saison fantasy par le fait même. Il a été blessé lors de la semaine numéro 1, a raté les semaines numéro 2 et 3. Puis après ça, il y a eu une blessure à l'aine qui l'a vraiment traîné durant toute la saison. Mais lors des semaines 4 à 7, on me faisait remarquer que dans les semaines où Jordan Love est en santé, il avait obtenu plus de 23 points fantasy par match et son rang à la position de quart lors de ces 4 semaines, quart numéro 2, quart numéro 14, quart numéro 3 et quart numéro 11 au niveau fantasy. Il avait connu quand même un excellent début de saison au niveau fantasy. Je suis en train de me dire que s'il est en santé, peut-être qu'on va retrouver cet aplomb-là là, au niveau fantasy pour Jordan Love. C'est sûr que vous allez me dire que les Packers sont l'une des 3 équipes l'année dernière à avoir couru avec le ballon plus de la moitié de leur jeu offensif. Josh Jacobs, on l'a usé à la corde. Marshawn Lloyd, au camp d'entraînement, en ce moment, est blessé. Donc, on pense encore qu'on va user Josh Jacobs à la corde. Ceci dit, je pense que les Packers souhaitent ou désirent ardemment passer davantage le ballon. On a repêché Matthew Golden à cet effet. On a quand même un groupe de receveurs assez impressionnant. On en a beaucoup même au niveau des Packers. On ne sait pas trop ce que ça va aller, tout ça, les ballons. Matthew Golden, Jaden Reed, Christian Watson, il est blessé, mais il va-t-il revenir au jeu? Romeo Doubs, Anthony Wicks. Bref, on a vraiment des armes en attaque. Moi, ça me dit qu'on veut peut-être passer davantage de ballons. Et je pense que le seul ingrédient qui manque, c'est un Jordan Love en santé. Et je trouve que pour la position 17 à la position de carrière, c'est un quart gratuit dans une ligue à 12 équipes. Je pense que Jordan Love, c'est ça. Mon cœur commence à se réchauffer, de me dire que peut-être que l'année dernière, c'était une anomalie, puis que Jordan Love peut être un quart top 10 au niveau fantasy. Ouais, j'ai besoin de le voir là, du côté de Jason Love, de Jordan Love. C'est comme s'il y a tout le temps des excuses, des raisons. Puis t'as raison, là. C'est vrai il s'était blessé lors du tout premier match de la saison. Il a traîné ça. Donc c'est comme s'il n'a jamais vraiment été à 100%. Là, il n'y en aura pas d'excuses cette année, j'espère. Là. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça dans son cas. Comme tu peux voir, je suis plus pessimiste que toi dans le cas de Jordan Love. Maintenant, on va aller du côté des Bengals de Cincinnati, du porteur de ballon canadien Chase Brown, qui a été une révélation d'une certaine façon l'année dernière en 2024. Pas juste habile là, avec un bol de chips, comme dans l'annonce de NFL Canada, Chase Brown. Mais tout ça pour vous dire que Chase Brown, vraiment, là, c'est mon porteur de ballon en ce moment, en fin de deuxième, début de troisième ronde. Si je veux commencer un repêchage avec un receveur de passe en première ronde, revenir puis prendre Chase Brown, là, je vais le faire à tout coup. Le buzz est là, c'est vraiment l'un de mes porteurs de ballon préférés. On a libéré Zach Moss en plus du côté des Bengals. Moi, ça me dit qu'on va vraiment laisser toute la place à Chase Brown cette année. Le coordinateur offensif là, des Bengals, Dan Pitcher, a dit, et je cite, Chase Brown is going to be an household name at the end of the season. He is everything Hmm. Austin Eckler was. You will all know who he is at the end of the season. Le buzz est là pour Chase Brown. On dit qu'il va devenir une vedette après la saison, moyenne de plus de 20 points par match lorsqu'il a été le porteur numéro 1 des Bengals l'année dernière. Il est le porteur de ballon numéro 12, comme je le dis en ce moment, fin de deuxième, début de troisième ronde. Là, c'est plus que réchauffer mon cœur. Mon cœur bat fort là, pour Chase Brown en ce moment. Il est l'un de mes porteurs de ballon préférés. Je trouve que la valeur aussi est excellente dans son. Ouais, écoute, Dan Pitcher, c'est le coordinateur des Bengals, comme tu l'as dit. Il est mieux placé que moi. Mais la seule chose, dans le cas de Chase Brown, il n'y a pas un gros cabaret. Donc, vraiment, là, tu sais, il était de beaux commentaires, de commentaires élogieux à la part du côté du demi à l'attaque canadien. On l'a vu, Brown s'est blessé à la fin de la saison. Est-ce que c'est un porteur de ballon à qui on peut remettre le ballon continuellement, là, que ce soit au niveau du jeu au sol, par la voie des airs? On sait qu'il est un excellent receveur en sortant du champ arrière en raison de son cabaret. Est-ce qu'il va être en mesure de tenir le coup? Moi, c'est ça que j'ai hâte de voir dans le cas de Brown. C'est son talent, il nous l'a démontré, là. Il est explosif, il est tout un joueur de football. Maintenant, on va continuer avec les porteurs de ballon. James Conner, des Cardinals de l'Arizona. Tu l'aimes beaucoup, là, même s'il commence à prendre de l'âge, mine de rien, James Conner. 30 ans, mais c'est la valeur absolue.
moi, j'ai fait des poules de hockey pendant longtemps, là, c'est Ray Whitney. Dans le sens que Ray Whitney, il avait 30 ans et il faisait son 65-70 points par année. C'était jamais sexy. C'est un peu ça, James Conner, en ce moment. À 30 ans, porteur de ballon numéro 19 au niveau fantasy. J'ai fait une référence de hockey, puis je t'ai pas laissé embarquer, Didier. C'est ça le contrat. C'est ça qu'il fallait faire. Je peux pas que t'embarques. J'attends, je te laisse finir pour te rappeler à l'ordre. Par contre, James Conner a dit lui-même récemment que Trey Benson va avoir plus d'action cette année dans le champ arrière des Cards. Sauf que à l'inverse, le coordinateur offensif des Cards, Drew Pedding, a dit lui que lorsqu'on lui a demandé récemment si Conner était encore la vache à lait, le workhorse des Cards cette saison, il a dit absolument. Et lorsqu'on lui a posé la question sur est-ce que Trey Benson va avoir d'action, il était comme un peu plus mitigé dans le sens oui et non. J'ai tendance à croire le coordinateur offensif plutôt que James Conner qui dit que lui, on a deux porteurs de ballon numéro un là, dans le champ arrière en Arizona. James Conner dans le top 15 à la position de porteur de ballon lors des 2 dernières saisons, donc c'est une aubaine s'il est le porteur de ballon numéro 19 en ce moment. Dans le top 5 l'année dernière pour les courses de plus de 10 verges, il a été deuxième également pour les plaqués forcés. Il n'a pas ralenti, ce que j'essaie de vous dire à 30 ans, James Conner. Il demeure pour moi on parle de porteur de ballon numéro 19, là, on parle d'un choix de quatrième ronde ici, euh, milieu de quatrième ronde. J'aime beaucoup la perspective de James Conner en 2025, s'il demeure en santé, évidemment. Ouais, son âge, ça te fait pas peur, tu sais, comme on sait, la position de porteur de ballon, là, 30 ans, là, des fois, c'est vraiment tranchant, là. Les joueurs ne sont plus aussi productifs rendus à cet âge-là. Ça te C'est fait pas peur sa, un peu, ça? c'est sa première. Il a disputé une saison complète l'année dernière, c'est sa première depuis longtemps, donc je pense qu'il est comme le bon vin. Il vieillit bien avec l'âge. Hmm. OK, OK, c'est possible. Écoute, peut-être là, qu'il a une génétique similaire d'une certaine façon à Derrick Henry, qui sait. Alors, on verra bien. Maintenant, Cortland Sutton, receveur de passe des Broncos de Denver, il y a quelques semaines, il a été récompensé. Il a signé une prolongation de contrat avec les Broncos. Alors, tu crois qu'il sera en mesure de justifier justement son nouveau contrat au cours de la saison? Prolongation de contrat de 4 ans, 92 millions. On s'est vraiment Hmm. engagé envers Cortland Sutton. Le cœur, là, le receveur numéro 1 incontesté en ce moment d'une attaque qui est en ascension avec Bo Nix. Il est le receveur numéro 22 en ce moment, un choix de cinquième ronde. Je trouve à ce rang-là, en cinquième ronde, là, à ce moment-là dans votre repêchage fantasy, il devient un joueur assez intéressant. Entre les semaines numéro 8 et la semaine numéro 18, lorsque Bonix s'est mis en marche, on peut dire ça comme ça, 18 points fantasy par match, il était le receveur numéro 7 au total au niveau fantasy, ciblé en moyenne, pardon, 9 fois par match, receveur numéro 9. Et lorsque je regarde là, autour de lui des receveurs de passe pris autour de lui dans les classements, avant lui, DK Metcalf, on ne sait pas trop ce que l'attaque des Steelers va donner. Par la suite, Devontae Smith, c'est un numéro 2. Zay Flower, je me questionne sur son plafond à l'âge qu'il est rendu. Bref, je trouve que Cortland Sutton est une excellente valeur à son rang de sélection en ce moment. Je l'aime beaucoup, beaucoup euh, en ce moment, Cortland Sutton. Et je pense que justement, l'attaque des Broncos va connaître du succès cette année. Je pense que Cortland Sutton aussi. Alors, Stephen Diggs s'est joué aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre durant la saison morte. C'en a un autre ça, qui est âgé dans la trentaine. Maintenant, on espère du côté des Patriots qu'il va devenir la cible favorite de Drake May. C'est la raison pour laquelle on l'a amené à la Nouvelle-Angleterre. Et puis, toi, tu crois croire que justement là, que ce mariage-là devrait fonctionner. Receveur incontesté des Patriots, selon moi. Receveur numéro 41 au niveau fantasy en ce moment, c'est la plus belle aubaine. En fait, en date du début du mois d'août, je suis convaincu que on verra qu'il est en parfaite santé lors des matchs préparatoires, que son classement il va grimper dans les classements à la position de receveur, c'est sûr. Mais en ce moment, là, c'est une excellente aubaine à la position 41. Faut pas oublier, Stéphane Diggs, Didier, que lors de la semaine numéro 1 à la semaine numéro 8, lorsqu'il était en santé avec les Texans l'année dernière, en 2024, moyenne de 15 points fantasy par match en format PPR. Il était le receveur numéro 8 pour le total de points et sixième pour les ballons dirigés vers lui dans la NFL. Il était utilisé à outrance. Et je pense que c'est le. Je sais qu'il a changé d'équipe, mais je pense qu'il va recevoir une utilisation similaire avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre cette année. Drake May est en ascension. Je pense il a l'air aussi en santé, là, Stéphane Diggs, au camp d'entraînement des Patriots.
Ça, c'était le gros point d'interrogation. J'ai bien hâte de voir si tout ça va tenir lors des matchs préparatoires. J'ose espérer qu'on va le voir sur quelques séquences. Mais oui, Stefon Diggs, en ce moment, receveur numéro 41. On parle ici là, d'un choix de 7e, 6e, 7e, voire 8e ronde dans certains pools. C'est vraiment une aubaine incroyable. Et maintenant, David Njoku des Browns de Cleveland, lorsqu'il est en santé, généralement, il est productif. Il y a le retour de Joe Flacco également à Cleveland il y a quelques années. Flacco et Njoku, ben, ils avaient uni leurs efforts pour connaître une bonne saison. Alors, est-ce que c'est une des raisons pour laquelle tu es optimiste à l'endroit de les rapprocher des Browns? C'est vraiment l'une des raisons pour laquelle je suis optimiste envers David Njoku. Je veux faire un petit retour en arrière. En 5 matchs avec Joe Flacco en 2023, Didier, moyenne de 18 points fantasy par match pour David Njoku. Mon Dieu, qu'il est découpé au couteau sur cette coupe. Oui. Et ailier rapproché numéro 2 fantasy durant cette séquence-là, durant cette période-là. C'est sûr que ça va prendre Joe Flacco au poste de quart. Je pense qu'on se dirige vers ça du côté des Browns, notamment en début de saison. Hey, en passant, on n'a pas parlé de ça, Didier, mais c'est étonnant au camp d'entraînement des Browns. C'est vraiment Dylan Gabriel et Joe Flacco qui prennent les répétitions avec la première unité. Jador Sanders est vraiment pas dans le coup. C'est ce qu'on peut laisser transparaître. Bref, j'ai hâte de voir. Mais Les les Browns, alliés hein? Hein? C'est les Ouais. Browns. Il n'y a jamais rien, Le- il y a jamais quelque chose à comprendre à qu'est-ce qu'ils font. L'allié rapproché numéro 8 en ce moment au niveau fantasy, c'est un choix de 10e ronde. Faut pas oublier non plus que l'année dernière, elle a été l'allié rapproché numéro 4 pour les points par match en 2024. Là, ce que ça veut dire, c'est lorsqu'il est sur le terrain, il est productif, David Njoku. Il ne vous coûte pas grand-chose. J'aime beaucoup essayer de tenter d'avoir un allié rapproché, soit McBride ou Bowers. Euh, ou sinon, si vous avez manqué sur les recrues également en milieu de repêchage, les Warren, les Loveland de ce monde, je pense que de se rabattre sur David Njoku en fin de repêchage en ce moment, c'est une bonne idée. Et Tucker Craft également, qu'on peut avoir en fin de ronde. Tucker Craft est allé rapprocher numéro 10 en ce moment au niveau fantasy et Njoku numéro 8. Je pense que c'est les gars que je vise en fin de repêchage. Et je pense que justement, ça va prendre Joe Flacco, mais il pourrait encore connaître une grande saison avec Joe Flacco, David Njoku en 2020. Bon, ben, ce sera à surveiller. Est-ce qu'ils pourront recréer la magie d'il y a 2 ans? Njoku et Joe Flacco. Ben, écoute, Marc-André, je te remercie pour ta contribution lors de cet épisode du podcast. On espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu et on vous reparle la semaine prochaine.